Allez, bonjour à tous et toutes. Du coup, on va démarrer avec cette semaine donc aux États-Unis. Lundi n'est pas férié puisque c'est le vendredi qui est vendredi saint, donc il y aura bien une séance de trading demain et donc en suivant pour toute la semaine. Donc demain, lundi 6 avril déjà, nous avons donc l'indice PMI non manufacturier à 16h. Et l'ISM du coup, non manufacturier aussi, à 16h. Donc 16h, grosse bougie. Mardi, commande de biens durables à 14h30. On va avoir le Redbook, 14h55. 16h, GDP d'Atlanta, noyé dans la bougie de 16h, bien sûr. Et salut Nabida. Donc 16h10, un indice de confiance, un indice d'optimisme. Hello girl. Optimisme économique. 17h, prévision d'inflation. Et on sera bueno. Goolsby, 18h35. Et donc, ce sera bon pour le reste. Mercredi 8. Mercredi 8 avril. Donc, le prêt hypothécaire 30 ans. Demande de prêt immobilier à 13h aussi. Intéressant. Et non, ce sera tout pour ce jour-là. Le stock de pétrole 16h30, ça devrait être bon. Extraction de pétrole brut, production de distillat, PSI, Ipsos, 17h. On va avoir l'Ipsos sur l'emploi, 19h, le T-Note 10 ans. Et 20h, minute de la Fed. Donc, le compte rendu de la dernière réunion. Donc, mercredi soir, ce sera pas mal. Jeudi, on aura donc le début des chiffres PCE, 14h30. Et on aura aussi, du coup, forcément, les inscriptions au chômage, comme d'habitude. On aura aussi le PIB, vous le voyez. Donc, 14h30, PCE, le PIB et les inscriptions au chômage. « 16h, Fed de Dallas, PCE. 17h30, GDP d'Atlanta, du coup, suite à ça. Tac, rapport West. Le 30 ans, adjudication de 30 ans à 19h. Jeudi aussi, donc 19h, adjudication 30 ans. On est bon, ça sera OK. Et donc, vendredi 10 avril, on aura l'IPC qui sortira, mais vu qu'il sortira quand même après le PCE, c'est important.
IPC Core, indice du Michigan à 16h. Un indice que n'aime pas trop Powell. 17h, donc l'IPC pareil de la fête de Cleveland cette fois-ci. Et on sera bon. Donc, quand même une belle semaine, puisque on va avoir le PCE et l'IPC. On va avoir les deux cette semaine qui sont donnés. Donc, le PCE de février, du mois d'avant, bien sûr. Le PIB trimestriel aussi. Voilà. Voilà pour cette semaine du calendrier économique. On va s'attarder, tiens, on va revenir un petit peu, pas s'attarder. C'est bien et c'est pas bien parce que c'est à 2h30. Tu vois. Et alors? Et alors, nous, à 14h30, on n'est pas. Oui. Ouais, c'est bien. C'est pas grave, ça guide la journée. Hein. Oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai. Alors, je me tais. Ça guidera la journée. Donc, voilà, on va aller voir, tiens, ça c'est le 2 avril 2026. Dans 5 ans. Ouais, j'ai vu, t'as vu là, il disait qu'il shootait beaucoup Amazon. Tu sais, le truc là d'Amazon, hein, il avait shooté 3 fois en 30 jours, ça craignait. Pour Apple, je l'ai expliqué à Nabila tout à l'heure. Je l'avais regardé, je voulais te l'envoyer, mais comme j'avais pas le téléphone. Allez, bon, donc, rien de nouveau dans le monde actuel, hein, rien de nouveau, rien de nouveau positif, du moins, dans le monde de Trump. Encore un peu plus de négatif, si on peut dire, avec des tensions qui se sont exacerbées encore dans le week-end, des tensions des premiers hommes envoyés sur le sol iranien, notamment pour secourir un pilote américain, pouvoir intervenir et le sortir. Il y a eu aussi des attaques iraniennes sur des points d'énergie, encore d'autres attaques donc sur des points et sur des pétroliers. Il y a aussi également tiens, mais on va le mettre. On va le mettre sur son réseau social, Donald Trump, qui a menacé une fois de plus donc l'Iran, rappelant que donc on va le trouver. Bon, ça c'est parce que ok, c'est quand ils ont secouru quand ils ont secouru le pilote. Ce qu'il y a, c'est qu'il poste tellement que voilà. Donc vous vous rappelez quand ici, c'est ce texte-là qui est intéressant. Hein, vous vous rappelez quand j'ai donné à l'Iran 10 jours pour faire un deal et ouvrir le détroit d'Ormuz sans condition. Le temps est en train de s'écouler. Hein, is running out. Donc on est en train de manquer de temps même, 48 heures avant la fin du délai et avant que l'enfer se tombe sur eux. Gloire à Dieu, président Donald Trump. Donc ça, c'était hier, vous le voyez ici, hein, One Day. C'est quand même une fois de plus donc jeter de l'huile sur le feu par le président américain dans le week-end. Je pense pas du tout que les marchés vont apprécier ça, menacer ça. 48 heures, 48 heures quand c'était hier, ça fait déjà 24 heures, donc demain ça fera 48 heures. Ça m'étonnerait fortement vu depuis ce qui a eu lieu et des attaques et des bombardements qui n'ont pas cessé de la part des Iraniens, que dans la nuit, ils trouvent quelque chose. Donc ça ne peut pas dire qu'au bout des 48 heures, ils fassent réellement quelque chose, parce que
on le connaît maintenant un petit peu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, on va s'exposer à ce qu'il y ait une attaque plus forte, on va dire, que les précédentes pour marquer le coup. Ça, c'est ce que va pouvoir anticiper le marché. Du moins, on ne peut pas penser qu'on va aller vers une porte de sortie ou une solution dans l'immédiat. De toute façon, dans l'immédiat, on sait que l'on n'aura pas de porte de sortie puisque mercredi, Trump a annoncé qu'il voulait, voilà exactement, rien de rassurant, et que Trump a annoncé mercredi qu'il discutait avec le nouveau régime et qu'il voulait faire une conférence de presse, donc qui est pour nous représentée la nuit de mercredi à jeudi. Et dans cette conférence de presse, il a clairement annoncé qu'il restait entre 2 et 3 semaines de bombardement sur l'Iran avant d'en finir. Donc, quoi qu'il en soit, 3 jours après, 4 jours après, on ne peut pas penser que le conflit va s'arrêter. Puis, c'est très bien de parler avec le nouveau régime, mais c'est un peu dommage quand tu parles avec le nouveau régime, mais que l'ancien n'est pas encore parti. Je ne sais pas trop à quoi ça sert de parler au nouveau, puisque c'est les anciens qui sont au pouvoir. Donc, enfin, l'ancien, si tant est qu'il s'appelle l'ancien, puisque comme c'est lui qui est au pouvoir, c'est pas une question de nouveau ou d'ancien, mais tout simplement d'actuel. Et le régime actuel qui est au pouvoir n'a pas changé. Donc ça, c'est une réalité et c'est un fait. Et je ne vois pas aujourd'hui quelque chose de positif et de rassurant pour le marché. Et donc, je pense que la semaine que l'on a eu le petit effet rebond que l'on a eu sur la semaine dernière, hein, si on peut dire si tenter que l'on puisse parler de rebond, puisse être ravalé très rapidement, à mon sens, par les marchés. Donc, euh, quel est l'enjeu, en fait, du coup, un petit peu de ce qui se passe dans ce conflit? Bon, déjà, l'enjeu, les causes là, du chaos dans lequel nous sommes, hein, tout simplement, euh, ce, ce, ces causes-là ont changé depuis le 28 février que l'on a eu cette guerre. Les causes ont changé, les raisons du conflit ont changé X fois. C'est-à-dire qu'on devait avoir d'abord un changement de régime iranien qui devait tomber en 3 jours. On devait, puis après, on a eu à un moment donné, on devait pouvoir récupérer de l'uranium enrichi à plus de 60%, et donc il fallait les empêcher d'avoir la bombe atomique. Et maintenant, c'est plus en fait l'enjeu, on le voit dans la déclaration de Trump, finalement, l'enjeu, c'est le détroit d'Ormuz, hein, donc faire un deal et réouvrir le détroit d'Ormuz. Bon, jusqu'à preuve du contraire, si je ne me trompe pas, le détroit d'Ormuz n'était pas bloqué avant le conflit. Donc c'est maintenant l'enjeu du conflit, les raisons du conflit, ce serait de réouvrir quelque chose de débloquer le détroit d'Ormuz qui n'était pas bloqué avant qu'il y ait le conflit. Donc bon, c'est un peu de plus en plus difficile à suivre. Mais surtout, je pense que dans un sens plus large, l'enjeu, c'est plutôt la position des États-Unis en tant que gendarmes ou pompiers du Moyen-Orient. Hein, c'est les relations que pourraient avoir les États-Unis dans le futur entre les pays du Moyen-Orient et donc et les États-Unis. Et le fait aussi de pouvoir rapprocher finalement et pousser ces pays-là un petit peu plus vers le bloc BRICS ou le bloc Asie, et dans quelle mesure en fait ce bloc de l'Est va tirer profit de cette situation d'instabilité dans le Moyen-Orient. Hein. L'augmentation des taux, elle, bon, clairement, elle est là. On le voit ici. Hein, vous le voyez sur un mois, puisqu'on est on a dépassé un petit peu les 1 mois de guerre. On est à 4,80% d'augmentation sur un mois. Donc, on voit bien clairement que les taux, notamment le taux 10 ans, c'est le taux le plus référence sur le taux 10 ans notamment. Donc, on a quand même une grosse augmentation sur le dernier mois. Donc, on est quand même assez clairement, là, ça se voit assez efficacement, c'est-à-dire que vous voyez que
Avant, avant la guerre, au début du mois de février, on était plutôt sur un marché, vous voyez, qui baissait, hein, et ici, on avait eu une mouvement même plutôt bien baissier sur le marché entre le 26 et le 27. Puis après, il y a eu des bombardements et regardez depuis, on a eu que des plus hauts de plus en plus hauts, et des plus bas de plus en plus hauts. Donc, on a essayé ici d'avoir un retournement donc, sur l'effet d'annonce donc, de Trump, mais le marché a de plus en plus de mal à y croire. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait, depuis le début de l'année, depuis la fin même d'année dernière, on était dans une projection, de taux, des hypothèses de baisse de taux sur l'année. On était dans des hypothèses de combien on aurait de baisse de taux, le marché qui priceait 2, la Fed qui priceait une baisse de taux à la rentrée. Et donc, on était dans cette projection d'avoir des baisses de taux sur l'année 2026. Et maintenant, on est clairement en train de se demander si dès le mois d'avril, on ne va pas avoir carrément une hausse de taux finalement sur le marché. Et donc, ce qui serait quelque chose d'assez dramatique en termes d'économie. Ici, vous regardez qu'on a quand même, donc ici, entre 3,50 3,75. Donc là, le marché price clairement un taux qui ne bouge pas au mois d'avril. Hein, c'est pour ça qu'on a eu cet effet un petit peu de rebond sur le marché. Mais on peut voir que dans les mois après qui suivent, assez rapidement, il y a une glissade qui s'opère pour se dire qu'il y aurait une hausse de taux. Donc ça, c'est l'effet dont on avait parlé la dernière fois, hein, c'est-à-dire qu'on se demande, et je pense que c'est pour ça que le marché a reconsidéré sa position par rapport au mois d'avril, c'est le fait de se dire que pour l'instant, le problème, il n'est pas dans la consommation du produit pétrolier, mais dans la production, dans l'approvisionnement du pétrole pour ces pays-là. Et donc, si on a un problème d'approvisionnement, si la problématique de prix vient de l'approvisionnement, alors monter les taux n'a pas de réel sens dans l'immédiat et n'a pas du moins en avril, c'est trop tôt. Et pourquoi en avril particulièrement ou avant la rentrée, c'est plutôt trop tôt particulièrement, c'est parce que pour l'instant, l'effet n'est lié qu'à l'approvisionnement. Et on est en train de se demander combien donc on pourrait avoir de hausse de taux sur l'année. On a changé complètement de paradigme, c'est-à-dire qu'on était en train de se demander combien on aurait de baisse de taux sur l'année. Maintenant, on est en train de se demander combien on pourrait avoir de hausse de taux d'ici la fin de l'année. Et c'est là où je pense qu'il y a tout un enjeu, toute une structure qui va se mettre en place sur le marché, qui pour moi me fait extrêmement peur, et donc qui fait se questionner le marché, je pense, à plus grande échelle. Donc en fait, tout simplement, euh, on va arriver à un moment donné, d'ici 2 semaines, 3 semaines, peu importe le temps que l'on va mettre à l'avoir. Souvenez-vous, on avait travaillé le fameux calendrier que pouvait avoir Trump face à lui, notamment avec la Coupe du Monde de foot, suivi de ses midterms, de ses élections midterms. Et donc, sous cet effet-là, on va avoir à un moment donné la réouverture du détroit d'Ormuz. Ça, c'est obligé qu'à un moment, ça ne va pas être pendant 10 ans bloqué. Sous quelles conditions, quelque part, peu importe. À partir du moment où il va être réouvert, peu importe pour moi, du moins, ou pour nous sur le marché, que ce soit les Iraniens qui se retrouvent à le gérer, que ce soit les Américains ou que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, l'essentiel étant que les bateaux pétroliers puissent circuler. Pour le marché, c'est que ça qui va les intéresser. Et donc, cette réouverture du détroit d'Ormuz, elle va donner du souffle au marché, dans un effet d'annonce, clairement. Hein, si demain, on arrivait à avoir une annonce qui nous dit ben, ça y est, le détroit est réouvert, boum, le marché va bumper vers le haut sur l'effet d'annonce. Mais allons plus loin que l'effet d'annonce, s'il vous plaît, pour nous, et comment on peut planifier le reste de notre année, j'ai envie de dire, par rapport à la vision que l'on pourrait avoir du marché sur ce qui peut se passer. Donc, le marché il est en train de se demander
combien il pourrait avoir d'ici la fin d'année de hausse de taux et pourquoi? Tout simplement parce que, comme on l'a dit dans le titre de cette vidéo, un mur d'inflation quasiment inévitable. C'est-à-dire que vous avez l'effet d'annonce, le détroit d'Ormuz réouvre, boum, le marché monte, mais après, selon moi, je pense qu'il va falloir se poser des questions, c'est comment on revient à la normale. Parce que la réouverture du détroit d'Ormuz, c'est la normale. Et donc, les marchés ne peuvent pas être à 27 000 points parce que le détroit d'Ormuz est réouvert. On était déjà dans un marché qui se contractait et qui cherchait des bonnes nouvelles avant la guerre, avant le blocage du détroit d'Ormuz. Et donc, à un moment donné, il va quand même, une fois que ce détroit sera réouvert, faire un état des lieux, j'ai envie de dire, et regarder un petit peu quels ont été les dommages causés et quels vont être les effets des conséquences de cette guerre. Et quand on a le gaz qatari qui a été bombardé, les infrastructures pétrolières du Koweït, du Bahreïn, du Qatar, de l'Arabie saoudite, de l'Iran lui-même, qui ont été bombardés. On ne parle pas de bombardement d'une ville où, ce qui est triste et très malheureux, mais on va rester focus sur l'économie. On ne parle pas d'un bombardement lambda, on parle d'un bombardement d'infrastructures pétrolières, on parle de bombardement stratégique. Et donc, quand on a touché des infrastructures pétrolières et gazières sur des pays qui sont les principaux producteurs de gaz et de pétrole, forcément, on est venu mettre quand même le feu sur un secteur où il ne faut pas mettre le feu, parce que le feu et le gaz, ça ne va pas ensemble, et le feu et le pétrole, ça ne va pas non plus trop ensemble, ça se consume. Donc, on a quand même, par exemple, les Qataris qui ont déjà annoncé qu'ils mettraient 3 ans avant de revenir à leurs conditions de production et de distribution d'avant-guerre. Sur le gaz, on a l'hélium et l'engrais qui est un dérivé du gaz aussi. L'hélium que l'on va retrouver beaucoup dans des médicaments, l'hélium qu'on va surtout retrouver aussi dans tout ce qui est batterie, hein, dans les batteries des voitures électriques, par exemple, les batteries de vos téléphones aussi, l'engrais qui est dérivé du gaz et qui va manquer. Hein, on va manquer d'engrais. Le prix de l'engrais est passé de 300 € la tonne à presque 900 € la tonne. Donc, c'est des récoltes en moins pour le mois de mai, juin et juillet. Et si on manque de céréales, ça veut dire qu'on a un mur d'inflation qui nous arrive dessus. Parce que si tout ça, imaginez que si on paye 3 fois plus cher l'engrais pour faire pousser la même quantité de céréales, soit on ne va pas faire pousser la même quantité, soit pour la faire pousser, ça va coûter 3 fois plus cher. Si ça coûte 3 fois plus cher et qu'une fois qu'on l'a fait pousser et qu'on l'a récolté, pour l'amener avec le camion, ça coûte plus cher parce que le pétrole coûte plus cher et que pour vous le ramener dans votre magasin, ça coûte plus cher niveau logistique, du coup, tout ça s'additionne et au final, c'est un mur d'inflation qui va nous arriver dessus. Et ça, je pense que la Banque centrale, c'est pour ça qu'elle a parlé de remonter des taux. C'est parce qu'elle a conscience que si le conflit dure, on ne parle pas d'un effet de souffler. On ne parle pas d'une inflation comme les droits de douane, où nous disait Powell, on va avoir un pic d'inflation et boum, ça retombe dès le mois d'après, puisque finalement, en comparaison des mois sur l'autre, on n'aura pas de problématique. Là, la problématique, elle est massive. Elle est en train de se diluer dans toutes les matières premières. Le problème encore une fois, c'est pas juste de dire qu'il y a un conflit, c'est que cette fois-ci, le conflit n'est pas que l'on a bombardé, comme quand, entre guillemets, il y avait eu un petit peu les guerres en Afghanistan, par exemple, pour ceux qui les ont connus, où on bombardait des montagnes avec des talibans qui étaient cachés dans des grottes. Là, on a bombardé des infrastructures pétrolières, on a bombardé des centres énergétiques, des frappes stratégiques. Et donc, en bombardant des infrastructures énergétiques, on met en danger le marché de l'énergie
Et donc, ça va se répercuter sur tout, absolument tout. De toute façon, c'est simple, rien ne peut y échapper, hein. On ne parle pas que du pétrole, voilà, donc rien ne pourra y échapper. Et donc, cette inflation-là, il n'y aura pas d'autre moyen pour la contrer que de faire baisser la demande. Mais quid de qui peut se permettre de faire baisser sa demande? Parce que quand dans toute l'Europe, on produit à tous 1% de croissance sur l'année 2025 et que l'on en est fier, on va avoir du mal à pouvoir augmenter les taux. Alors pourquoi on pourrait augmenter les taux pour ralentir l'économie? Ben, tout simplement aussi parce qu'à un moment donné, il faut que on continue à vouloir injecter cette huile dans le moteur, injecter cette masse monétaire dans le circuit. Et donc, cette crise de confiance qu'il peut y avoir, elle est dangereuse parce que en plus de l'inflation, peut venir en contrecarré, donc c'est ce que l'on appellerait, comme on le dit souvent, de la stagflation, hein, c'est-à-dire récession économique ou résultat nul en économie, mais avec de l'inflation. Et là, ce ne serait pas que de l'inflation liée à l'énergie dans le côté énergétique déstabilisé, mais dans de l'énergie que l'on n'arrive plus à produire en assez grande quantité. Et donc, il y a des pays qui sont plus riches, plus capables de s'endetter, qui pourront acheter cette énergie à un prix que d'autres pays moins riches ou moins capables de s'endetter ne pourront le faire. Et donc, nous, si on monte les taux et qu'on ralentit l'économie alors qu'elle est déjà qu'à 1%, eh bien, pour contrecarrer ça, il faudrait pouvoir s'endetter. Mais je pense que vous savez tous que le taux d'endettement des pays d'Europe et de la France et des États-Unis est déjà beaucoup trop élevé. Hein. Souvenez-vous que on cherche à faire des économies, on cherche à faire des coupes budgétaires, pas que nous. Hein. Trump le premier, Trump avait nommé le fameux Doge de Musk, pour couper à la tronçonneuse toutes ces dépenses inutiles quelque part. Hein. Mais aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle on est, c'est que il va falloir réfléchir à comment s'endetter pour contrecarrer ça. Pourquoi? Pour éviter aussi qu'il y ait une certaine forme de carry trade. Alors, qu'est-ce que c'est le carry trade? Le carry trade, c'est tout simplement que, en fait, vous voyez que le marché a aujourd'hui prête aux États-Unis sur 10 ans à 4,34, oui, 4,34 hein, ou 4,35, on va arrondir, 4,34. Mais que si on est une banque et qu'on veut emprunter auprès de la banque centrale américaine, la banque centrale va nous prêter entre 3,50 et 3,75. Et donc, ça veut dire que je peux, moi, en tant qu'institution bancaire, aller emprunter de l'argent à la banque centrale et le reprêter aux États-Unis et faire ma gratte de 0,50 à 0,75. 0,85 actuellement. C'est pas mal. Si la Banque centrale américaine me prête à 3,50 et que je revends cette même Beau. dette à 4,35 aux États-Unis, 4,35 c'est pas mal. Mais regardez ici, le 27 mars, on était presque à 4,50. C'est-à-dire que je fais un point sur 10 ans pendant 10 ans pour prêter aux États-Unis avec de l'argent que c'est pas moi qui ai fabriqué, c'est pas moi qui ai pris le risque. Moi, je l'ai pris à la Banque centrale et je l'ai prêté au gouvernement. C'est propre. On appelle ça le carry trade. Et donc, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, les banques centrales elles vont être obligées de remonter ces taux pour un petit peu équilibrer et pour éviter qu'il y ait des personnes qui fassent cette course au carry trade. Parce que si on reste à 3,50 et que les taux sur 10 ans commencent à s'emballer et à monter, pourquoi ils s'emballent et ils montent? Tout simplement parce qu'à un moment donné, on va avoir des personnes qui vont se dire, attends, si les États-Unis doivent s'endetter, il y a un risque en face. Si j'ai moins de consommation, il y a un risque en face. Et donc, ces taux, c'est pour ça qu'ils montent, c'est pour ça qu'ils s'emballent. C'est parce qu'à un moment donné, on va se dire, quand je prête aux États-Unis, en fait, je prends un risque. Je prends un risque parce que les petits missiles que décrit Trump comme des jouets, eh ben, c'est des jouets qui valent plusieurs millions de dollars. Et que donc, du coup, quand j'en ai tiré 100,
ou quand j'en ai tiré 1000, je suis déjà à plusieurs milliards de dollars. Mais quand j'ai 3000 milliards de dettes et que je tire donc du coup 1000 missiles, je rajoute déjà un milliard de dettes. Mais comme ce milliard de dettes, je le finance parce que je ne suis pas capable de financer puisque je n'ai pas assez de croissance, je suis obligé de m'endetter. Et donc ce milliard me coûte des milliards. Et donc en fait, finalement, on est en train de rentrer dans une spirale très dangereuse pour l'économie. Et donc comme ça devient dangereux pour l'économie, le taux, il monte encore plus haut. Et donc, ça peut être quelque chose de dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que la banque centrale, elle intervienne. Et ça, aujourd'hui, le marché, il n'a pas encore intégré. Alors, c'est normal. Je ne vous dis pas que je suis en train de vous faire, que je suis le seul génie qui vous parle de ça. Pour l'instant, c'est normal que le marché ne l'ait pas intégré parce que la seule chose, là, tout de suite, qui compte pour le marché, c'est d'être focus sur cette fin de guerre et comment on va faire. Et quelque part, comment on fera après la guerre, on le gérera après la guerre. Parce que si cette guerre est dure, et elle dure, et elle dure, la problématique, elle sera bien autre, quelque part. Elle sera bien plus grande à gérer, bien plus difficile et tout autre. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans cette attente de la bonne nouvelle qui nous permettra de savoir que on a on est libéré du moins de cette guerre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est plus ça qui fait écho, c'est plus le détroit d'Ormuz qui nous donne l'impression que l'important est le détroit d'Ormuz plutôt que le reste, parce que tout de suite, dans l'instantanéité, on se dit que si on réouvre le détroit d'Ormuz, quelque part, ça voudra dire que la guerre est finie. Mais quid de savoir à quel moment réellement on pourra le réouvrir. Donc, voilà qu'est-ce qui peut, on va regarder le graphique. Je ne sais pas si vous avez des questions, dites-moi. Ah oui, parce que d'ailleurs, tiens, je vais en profiter. Pareillement, qu'est-ce que vous préféreriez faire si vous étiez banquier? Si on vous dit, vous pouvez prêter à 4,35 aux États-Unis d'Amérique, même si vous voyez, même si vous êtes une banque européenne, vous êtes BNP Paribas et vous avez de l'argent, parce que vous avez des poches d'argent qui rentrent, que vous empruntez sur les marchés ou que vous empruntez à la Banque centrale pour créer de la liquidité. Et là, on vous dit, ben voilà, avec cet emprunt, soit tu peux prêter aux États-Unis sur 10 ans à 4,35 en te disant que, alors attention, le taux obligataire, il fluctue. Hein, il peut rebaisser aussi si ça se met à aller beaucoup mieux. Mais soit tu peux prêter sur 10 ans au gouvernement américain, soit tu peux prêter à Brigitte qui habite à Perpignan et sur 20 ans qui veut acheter son appartement à Perpignan. Qu'est-ce que tu préfères faire? À 4,35, pareil. Aux Américains. Ben voilà, Ah ouais. tu vas préférer prêter aux Américains. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que là, c'est ça que l'on appelle aussi la circulation de la monnaie, la masse monétaire, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les banques, elles empruntent pour prêter aux citoyens, aux consommateurs. Il faut qu'elles empruntent pour prêter aussi entre elles, pour se prêter aussi entre elles. Si elles n'ont plus envie, parce qu'elles se rémunèrent mieux à prêter aux États qui se font la guerre, eh ben, elles n'ont plus de raison. Alors, soit elles nous prêteront à nous beaucoup plus cher, soit eh ben, pour le même prix, elles préfèrent prêter à des États. Mais qui a aujourd'hui envie de signer sur 20 ans un crédit, ne serait-ce que là, au taux du 10 ans américain à 4,35? En France, personne. Personne n'a envie de signer à 4,35. Donc la banque, elle préfère, elle, prêter sur 10 ans, parce que déjà 10 ans, elle prête pendant moins longtemps, elle récupère son argent plus vite. Et en plus de ça, elle prête plus cher, puisqu'on est plutôt sur du 3,50, 3,60 actuellement. Donc elle prête moins longtemps et plus cher aux États-Unis que à Brigitte qui veut acheter son appartement à Perpignan. Est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps? Ça ne va pas durer très longtemps, je pense. Voilà. Donc, il y a un moment où il va falloir que tout ça se rééquilibre
Et ça ne pourra être considéré par le marché qu'une fois que quelque part, que la fin de la guerre sera annoncée, sifflée par, faut le dire clairement, par Trump. Parce que la guerre, elle ne peut pas être annoncée, finie par quelqu'un d'autre que par Trump. Puisque, de toute façon, les Iraniens, les guides suprêmes iraniens s'enchaîneront, le régime iranien ne tombera pas, s'enchaînera coûte que coûte. C'est pas comme quand qu'on capture Maduro et que comme on est dans une démocratie, si on peut dire, il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place, qui lui veut collaborer avec les Américains et tout se passe bien. Là non, on peut tuer l'ayatollah numéro 1, il y aura le numéro 2, puis quand on aura tué le numéro 2, il y aura le numéro 3, quand on aura tué le numéro 3, ça pourra faire comme ça jusqu'à 1000, 10 000 s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Ils sont 10 000 à vouloir prendre le poste, les uns derrière les autres s'il le faut. Parce que pour eux, ils seront toujours là pour le régime, et le régime, c'est leur vie. Hein, c'est pas du tout la même psychologie que celle que l'on peut avoir dans le monde occidental. Et là, c'était une grande un grand manque de connaissances, une innocence quelque part presque de tomber dans ce piège-là, parce que le régime, lui, ne s'avouera jamais vaincu. Donc soit on ira au bout de la chose, et là on est parti pour des lustres, soit à un moment donné, Trump dira, bon ben ça y est, on a tué assez d'ayatollahs, et on arrête là, et on a gagné la guerre. Mais en tout cas, il n'y a que lui qui pourra dire que c'est la fin de la guerre, parce que de toute façon, arriver à enlever quelqu'un pour mettre quelqu'un qui lui irait à lui, ça ne sera pas possible. Ça va pas arriver. Hein. Ce sera pas. On le voit de toute façon avec ce qui s'est passé, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak. Ils n'ont jamais, même une fois qu'ils ont eu gagné, même une fois qu'ils avaient des bases sur place, ils n'ont jamais réussi à mettre finalement quelqu'un au pouvoir qui leur était favorable. Ils ont toujours fini par abandonner les lieux, hein, si on peut dire, et c'est des groupes pires encore qui ont repris le pouvoir et qui sont encore plus dégoûtants que les autres, hein, tous plus les uns que les autres. Donc du coup, la fin de la guerre ne peut être sifflée que par Trump, et ça peut tomber plus ou moins à n'importe quel moment, mais de ce qu'on sait, c'est que ça ne devrait pas tomber avant 2 à 3 semaines, puisque c'est ce qu'il nous a dit jeudi. Puisque jeudi, il a dit qu'il en avait encore pour 2 à 3 semaines de bombardement. Voilà. Donc, prenant cela en compte, on va partir sur le graphique, si vous n'avez pas de questions. Moi, je voulais demander, les 1500 milliards là, qui demandent, ça va avoir un impact sur nous, là, le marché? Les 500 milliards qui demandent à qui? À l'Arabie Saoudite et tout ça? Non, 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 au truc américain. Il a demandé 1500 milliards pour sa guerre. Quoi. Qui? Trump, tu l'as pas vu? Je l'ai vu hier. Il a demandé 1500 milliards pour leur congrès ou je sais pas quoi, l'américain. Il voulait un crédit de... Bon, d'accord. J'ai pas vu. Voilà, il voulait un crédit, donc il voulait s'endetter. Tu vois, il voulait s'endetter, c'est exactement ce qu'on vient de voir tous ensemble. Et c'est parce que la guerre, ça coûte de l'argent. Hein. Donc, à aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut distinguer? Selon moi, c'est que quand même, après avoir ici un W qui s'est tracé, regardez, on peut le voir assez clairement, hein, un W qui s'est tracé comme ça, on est quand même resté sur un plus haut, plus bas, et donc on a le potentiel maintenant, après ce dernier W qui n'a pas fait un plus haut, hein, on est bien sur un plus haut, plus bas. Alors maintenant, regardez, qu'est-ce qui peut se dessiner ici? C'est plutôt un M, hein, voilà, pour aller target, direction le plus bas de l'année, le 23 000 points qui a servi déjà de rebond magnifique, donc mardi, là, lundi ou mardi c'était, et donc, surtout avec les annonces ou les menaces qui ont eu lieu ce week-end, je pense que le marché peut réouvrir plutôt, vous voyez ici, vers le plus bas du mois, plutôt vers les 23 666, 23 700. OK. Et après, progressivement dans la semaine, aller chercher les 23 000 points
voire peut-être rapidement, hein, puisque de toute façon, il n'aura pas grand-chose. Donc lundi, on va se mettre ouverture de minuit plutôt sur 23 700. Budget défense, voilà, c'est ça, les 1500 milliards. Oui, ben dans la défense, oui, voilà, dans le budget de la défense. Là, c'est ce qu'on disait, c'est exactement ce que je disais, c'est que faire la guerre, ça coûte de l'argent. Faire la guerre, ça coûte de l'argent. Faire la guerre, on dit souvent, faire la guerre, c'est un moyen de faire tourner l'économie. Eh oui, c'est un moyen de faire tourner l'économie quand tu peux t'endetter. Mais quand tu peux pas t'endetter, c'est qui paye? C'est pas toi, Michel, qui paye les missiles, ou moi, Maxime, ou Agnès, ou Alain, qui paye les missiles que construisent Dassault pour les mettre sur le nouveau porte-avions, ou le nouveau bateau dernier cri, ou le dernier avion dernier cri. C'est l'État qui s'endette, c'est l'État qui passe commande à l'industrie de l'armement. Et donc, l'État, quand il passe commande, même si indirectement, du coup, c'est avec notre argent, en tout cas, il le fait avec de l'endettement. Et donc, il a besoin pour ça d'avoir de la capacité d'endettement. Mais de la capacité d'endettement, on n'en a plus. Enfin, à moins qu'on fasse un tour de magie supplémentaire, je ne sais pas, mais à un moment donné, il va falloir quand même que le marché il fasse face à la réalité. Alors, sinon, c'est que l'argent, il est illimité. On pourra s'endetter à, je ne sais pas, 3000% peut-être du PIB un jour, j'en sais rien. Toi, mais comment savoir on est déjà à plus de 100%. Ce qui m'a étonné, 1500 milliards, je trouve que c'est beaucoup, 1500 milliards. Mais bon. Oui, mais quand tu vois qu'un simple missile, c'est déjà des millions, si tu as besoin de plusieurs milliers de missiles, il va falloir se bouger les fesses. Parce que comme on disait, sans rentrer trop dans le détail, mais en gros, déjà géopolitiquement, l'enjeu, il est majeur parce qu'il y a des pays peut-être là du Golfe qui vont se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Nous, on a signé un traité avec les Américains pour que les Américains ils puissent venir mettre des bases chez nous. On fabrique le pétrole, on leur vend le pétrole. Et eux, ils viennent, ils foutent la merde chez nous, et on se prend des bombes sur la gueule à cause d'eux, mais nous, on leur avait laissé mettre des bases pour qu'ils puissent nous défendre si on prenait des missiles sur la gueule, mais maintenant, ils nous disent que les missiles, pour nous défendre, ils coûtent trop cher, et qu'ils ne peuvent pas les envoyer. Peut-être qu'ils vont se dire, peut-être du coup, c'est pas la peine, en fait, parce que comme l'argent, nous, on l'a, parce qu'eux, ils l'ont, l'argent aussi, hein. Donc, peut-être ils vont se dire, tu sais quoi, on n'est pas plus con qu'eux, et peut-être on va investir nous aussi dans notre propre défense. À un moment donné, c'est possible aussi. Hein. Parce que quand tu as des drones iraniens, alors on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas le but pour le marché, mais quand tu as des drones iraniens qui coûtent quelques dizaines de milliers de dollars, qui sont envoyés par centaines pour détruire des infrastructures, et que pour défendre ces drones-là, tu dois lancer des missiles qui valent plusieurs millions de dollars, eux, ils en lancent des milliers, toi, tu en lances un, hein, parce que toi, avant d'appuyer sur le bouton, tu commences à réfléchir, quoi, tu vois. Plus les missiles que tu envoies pour détruire leur infrastructure à eux aussi. Ça fait le cumul quand même. Les missiles pour te défendre et les missiles que tu envoies pour les attaquer, ça fait plusieurs millions et rapidement des milliards, alors qu'eux, ils envoient des petits drones à 30 000. Et comme ils arrivent par masse et par nuée, ils continuent de te faire mal. Donc ça, c'est la réalité économique après d'une guerre. C'est-à-dire que quelque part, j'ai envie de dire, si on met des guillemets, on fait face à un ennemi qui a tellement des outils, si on peut dire. Bien préparé, c'est tout. Oui, enfin, quelque part archaïque. Tu vois, c'est tellement pas à la pointe de la technologie quelque part que ça coûte pas cher. Donc nous, on se disait, oui, notre beau missile qui coûte cher, il va péter la gueule à tout le monde. Mais une fois que tu l'as lancé, tu n'en as pas des centaines de milliers à lancer. Mais eux, ils ont dit, moi, mon missile, il n'est pas beau, il ne coûte pas cher, mais j'en ai des centaines de milliers. En gros, c'est ça, quoi, dans l'idée. Voilà. C'est pour crever leur dôme, là, avec le nombre. C'est mathématique. Donc, c'est mathématique, tout simplement. Donc, c'est pour ça que le conflit ne pourra pas s'arrêter. Le conflit s'arrêtera le jour où Trump il dira ça y est, j'ai gagné. Parce que de toute façon, on sait que quand il va partir, il ne va pas dire qu'il a perdu. Ça, on le sait. Il aura gagné. Bon,
Qu'est-ce qu'il aura gagné? Ben ça, on le verra Rien. quand il aura fini et à la date à laquelle il va l'annoncer. Et donc, nous, ce que l'on sait, c'est que cette semaine, en tout cas, il n'est pas censé nous annoncer que c'est fini. Puisque D'accord. la semaine dernière, il nous a dit qu'il allait bombarder l'Iran encore pendant 2 semaines, 2 à 3 semaines. Donc, cette semaine, on est toujours dans le délai des 2 semaines minimum. Donc, du coup, le détroit Je d'Ormuz crois ne que devrait pas demain, être c'est les ouvert. 10 jours. Je crois que Hmm. demain, c'est les 10 jours, là, qu'il avait annoncé 10 jours Demain, de c'est les trêve, premiers 10 jours qu'il avait donnés. C'est je le crois. tweet qu'on a regardé. Le tweet que l'on a regardé, c'est demain. D'accord. Mais dans ce tweet, il nous dit effectivement que demain, c'est l'arrivée ici, voilà, donc que demain, c'est l'arrivée des 48 heures et que Voilà. l'enfer pourrait leur tomber dessus. Mais quand il parle de l'enfer, c'est un nombre de bombes incalculable quelque part. Donc, si c'est un nombre de bombes incalculable, ça veut dire que c'est une montée en intensité du conflit. Et donc, si on monte en intensité, il faut dire ce qui est, ça veut dire que le conflit s'accentue et donc on est bien dans ce qu'il nous avait dit dans la nuit de mercredi à jeudi la semaine dernière, on est bien dans le fait de continuer à bombarder l'Iran pendant au moins 15 jours, puisqu'il nous a dit que pendant 15 jours à 3 semaines, donc pendant 2 à 3 semaines, ils allaient continuer à bombarder l'Iran. Donc ça, c'est ce qu'il nous a annoncé la semaine dernière, on va un peu le prendre au mot, et donc, on va se dire que c'est pas cette semaine que ça devrait s'arrêter. Donc, D'accord. ça a rebondi quelque part, là, on le voit, sur un effet, surtout ici. Donc là, vous voyez, ça avait rebondi sur l'effet d'annonce de mercredi, notamment. Au nouveau régime et donc je ferai une conférence de presse jeudi. Ici, vous voyez, jeudi dans la nuit, boum, on a cet effondrement. OK. Et donc, du coup, dans la journée de jeudi, boum, on a la tentative de rebond. OK. On a en fait, bon, bah, OK, le conflit reste, mais pour l'instant, peut-être ils considèrent que on n'est pas dans une situation si grave que ça. Notamment au niveau des taux, puisqu'on a finalement cette idée, comme on disait, qu'en avril, on n'aura pas de baisse de taux. OK. Mais là, si on a une intensité du conflit, une intensité du bombardement et donc une projection du marché que le conflit va durer, alors il va falloir à un moment donné, on considère aussi que on ne l'aura pas en avril, mais peut-être on l'aura du coup plus tard dans l'année. Et ça va renforcer cette idée-là. Donc, on devrait revenir au moins à 23 700, à mon sens, sur l'ouverture et potentiellement, du coup, dessiner ce M pour pouvoir revenir après aux 23 000 sur la semaine, selon le PCE que l'on aura. Hein, puisque là, on pourrait ouvrir vers les 23 700 à minuit. OK. On n'a rien lundi à se mettre sous la dent. Donc, on sera tenu par les annonces de guerre, hein, justement, de changements vis-à-vis de cette, comment dire, des 10 jours, hein, ça c'est sûr. Et donc, si on n'a pas de nouvelles ou si on n'a pas de bombardement plus fort, on devrait peut-être essayer de revenir, vous voyez, plutôt vers le 780, 800 et vivoter peut-être par là un petit peu. OK. Avant, donc mardi, on n'aura rien non plus. Donc, ça va dépendre en termes de statistiques importantes. Ça va plutôt dépendre des infos du calendrier international. Et c'est jeudi, donc, que l'on aura le PCE. Moi, je pense que d'ici jeudi, on aura testé les 23 500 et peut-être, vous voyez, on peut faire 23 007 là, dès l'ouverture, revenir plutôt vers 23 008, revenir sur 23 007, aller chercher le 23 500 et après revenir sur les 23 600 peut-être, voilà, rester par là, en fait, finalement, avoir testé un point
un point médian, un point haut, un point bas et revenir sur le point médian. OK, ça, je pense qu'on serait plutôt sur cette idée-là. Donc, on va plutôt se dire ça. Donc, mardi 23, par exemple. Alors, on peut aussi faire mardi 23 500, mercredi 23 600. Vous voyez, ou lundi, pardon, 23 500. En tout cas, peu importe que ce soit mardi ou mercredi, mais en tout cas, on devrait faire ça. Hein. On devrait avoir donc direction 23 500 en point bas, 23 700 en point médian et 23 800 en point haut. Donc le haut du range, il serait là. Hein. En attendant jeudi, et jeudi, selon chiffre, direction donc soit 24 000, donc avec ce rebond hein, sur les 24 000, soit donc là, soit 23 250 et vendredi, du coup, soit on fait, pour moi, on va de 24 000 plutôt, selon l'IPC, on peut aller chercher peut-être en point haut un 24 150, mais à mon sens, on devrait plutôt respirer, retomber. Je les vois mal aller casser ce point haut, OK, ici, ça m'étonnerait. 24 350, ça m'étonnerait. Donc, 24 150, on va se mettre. Puis, direction 23 800 pour rester sous pression baissière. Ça, alors, clairement, là, je suis vraiment dans de l'interprétation de ce qui a été dit et de ce qui se passe géopolitiquement. Et voilà pourquoi je pense que l'analyse fondamentale est beaucoup mieux que l'analyse graphique, est beaucoup plus importante, et que c'est elle, quelque part, qui nous donne le sens de l'analyse graphique que l'on doit avoir. Parce que si je suis que dans de l'analyse graphique, là, j'aurais plutôt envie de vous dire, regardez, j'aurais plutôt envie de vous dire, voilà, et ça, on verra si quelque part, si j'ai raison ou tort, si on peut dire, on le verra dès l'ouverture et plus tard, parce que j'en parlais justement quand j'étais là à Paris avec les autres traders. C'est que beaucoup disaient, moi, l'analyse fondamentale, je l'utilise pas, j'utilise que de l'analyse graphique. Et moi, j'ai dit, pour moi, l'analyse fondamentale, c'est 90% du job. Parce qu'à aujourd'hui, à mon sens, ici, on a un W. D'accord? Si je suis sur une analyse graphique, je suis revenu avec presque même zone que ma première jambe. J'ai fait un plus bas dans la nuit, mais qui est resté plus haut que mon dernier plus bas. Donc, actuellement, depuis du coup, ici, donc depuis le début de semaine dernière, je suis sur un plus haut et un plus bas plus haut. Donc, normalement, je suis en train de dessiner un canal haussier qui devrait donner un signal d'achat vers les 24 600 pour aller chercher ici le haut de cette mèche et tentative donc d'aller recréer un plus haut, revenir faire un plus bas plus haut, peut-être vers les 24 300 ou 250 et rebondir pour aller essayer de direction les 25 000. Ça, c'est ce que je me serais dit si j'avais dit, tiens, voilà, imaginons, j'ai pas de guerre en Iran, j'ai pas d'analyse fondamentale, je me dis, ok, j'ai un potentiel ici, j'ai eu mon W, j'ai eu après mon W un plus bas plus haut, d'accord? Donc, je peux aller chercher un plus haut, pardon? Ça va monter. Donc, je peux aller chercher un plus haut, ça va monter, je vais continuer sur cette dynamique de plus haut, et je vais aller chercher la zone ici, 24 600, 24 000 hein, qu'on identifie bien, 24 500 que l'on n'a pas encore tapé. Et donc, 24 500 serait mon target. Et je me dirais, le marché va monter sur le 24 500 en attendant les chiffres PCE,
Et une fois que les chiffres PCE ils vont sortir, le marché il va aller chercher ma mèche là. Il va aller chercher mon point haut extrême ici. D'accord? Et il va aller chercher le 700, voire peut-être vous voyez 680 là, ou 600, voire le 750, le plus haut de la semaine précédente. Regardez, plus haut de semaine précédente, c'est pas très vieux, hein, c'était il y a 15 jours, du coup, comme nous on va démarrer. Donc, on pourrait se dire ça, on pourrait se dire que le marché va faire ça. Si on reste dans de l'analyse purement graphique, moi je me dis ça. Et je me dis, le PCE va me permettre de regarder le 24 750. Et si je n'ai pas un bon PCE, je reviendrai plutôt sur un 24 250 ou 24 000 ici, là, par là, vers un 24 300. Voilà, 250 et 318. Mais comme je suis dans l'analyse fondamentale, je me dis, je préfère regarder le prisme au plus large, me dire que le W ne m'a pas permis de casser le dernier plus haut ici, et que donc, même ce plus bas, plus haut, va me permettre de dessiner le M au lieu, en plus, regardez, j'ai bien ici un plus haut, plus bas, et donc, j'ai vraiment ici un potentiel M dessiné qui peut me refaire revenir en fait en fin de semaine proche des 23 000 points ou la semaine prochaine si ça s'envenime. Voilà. Donc, pour moi, l'analyse fondamentale, c'est primordial. Avant de regarder le graphique, il faut quand même aussi savoir dans quel contexte on regarde. Voilà. Bref. Est-ce que vous avez des questions? Non, pour moi, merci. Ben, parfait alors. Hein. Je vais vous dire donc du coup ben, une belle fin de soirée. Merci à vous d'être venus pour ce dimanche pascal. Et puis à demain, donc du coup pour le live. Ok. Bisous. Ciao à tous. Allez, Ciao, ciao. ciao, ciao Agnès, ciao Martial, ciao. Ciao, ciao.